Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Karine Dachary, la directrice générale adjointe de la foncière INEA, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour décortiquer les enjeux du green building, comment accélérer la transition bas carbone du secteur du bâtiment. Mais d'abord, je reçois Guillaume Tauvron, directeur du développement et de la communication de Planète Urgence. On parlera notamment de congés solidaires, des salariés qui, pendant leurs vacances, partent en mission écologique ou humanitaire. Notre Zoom, il portera sur la précarité étudiante, notamment alimentaire. Plus d'un étudiant sur 3 déclare avoir déjà sauté un repas pour raisons financières. Et puis dans notre rubrique Start-up et Innovation, je vous présentais Grip, qui reproduit des pièces auto rares pour les collectionneurs de voitures anciennes. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Guillaume Tauvron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur du développement et de la communication de Planète Urgence. Je veux bien que vous nous la présentiez. Avec grand Planète plaisir. Urgence. Merci de nous inviter en tout cas. Alors Planète Urgence, c'est une ONG internationale de préservation et de restauration des forêts. Alors pourquoi les forêts ? C'est parce que finalement, si on réfléchit, la première chose quand on veut lutter contre le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, finalement, c'est de préserver ces écosystèmes clés qui sont les réacteurs du vivant en fait de la planète. Planter les arbres. Notamment, conserver ceux qui restent également. Okay. Et puis surtout, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on les a coupés à la base. Et c'est vraiment la raison d'être de Planète Urgence, renforcer les femmes et les hommes pour préserver les forêts et la biodiversité. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est que dans les grands bassins forestiers mondiaux, bassin amazonien, bassin du Congo, bassin Bornéo-Mékong, indonésien, on va créer des projets de territoire qu'on va co-développer avec des associations locales qui vont concrètement essayer de préserver et de restaurer les forêts qui ont été dégradées et qui sont vraiment au cœur de la subsistance de ces communautés locales. Et on va travailler avec ces communautés justement pour essayer d'inverser la dimension humaine, elle est majeure dans l'action de... Elle est fondamentale. C'est ça. Si on veut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur l'humain. Et c'est vraiment ce qu'on va faire à travers du développement économique local. On va parler agroforesterie, on va parler agroécologie, et on va faire également pas mal de sensibilisation à l'environnement. L'objectif, c'est vraiment de créer un territoire résilient qui va inverser ces causes, enfin qui va travailler sur les effets et les causes de la déforestation. Est-ce que vous menez des actions aussi en Europe ou en France, ou est-ce que vous vous dites finalement on n'a pas besoin de nous en Europe ? Alors donc non, nous on se focalise vraiment sur, on a d'ailleurs beaucoup travaillé sur l'objectivation de finalement où est-ce qu'il faut travailler en priorité. On a dégagé 3 grands critères. Les fronts mondiaux de déforestation, les points chauds de biodiversité, les fameux hotspots de biodiversité, là où la biodiversité est la plus dense, remarquable, unique. Et où donc il faut particulièrement la préserver. Exactement. D'accord. Et les zones de vulnérabilité humaine. Les vulnérabilités donc économiques, certes, mais aussi les vulnérabilités au changement climatique. Si on croise tous ces critères, finalement, ça nous donne les zones tropicales. En France, il faut agir. En Europe, il faut agir. La forêt, d'ailleurs, on aurait bien besoin. Néanmoins, si on prend pour base la priorité d'agir, c'est vraiment dans ces zones qu'il faut le faire. Avec un dispositif qui est quand même central dans votre action, c'est le dispositif de congé solidaire. Alors, on imagine bien en entendant les mots de quoi on parle, mais comment ça marche ? Alors, effectivement, c'est un des leviers qu'on va activer pour agir sur ces territoires. Donc, Planète Urgence, c'est 110 personnes dans le monde qui sont interconnectées avec ces communautés, avec ces associations locales. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec elles pour monter ces projets. On va agir grâce à nos équipes, mais là où on va intervenir de façon peut-être un peu plus fine et créer un pont entre les deux mondes que sont l'entreprise et le milieu associatif, c'est qu'on va renforcer les capacités de ces associations par de l'expertise qu'on va aller chercher en entreprise. Et donc, c'est là où on va créer un pont entre ces deux mondes. Et le congé solidaire, c'est un dispositif de volontariat international
en entreprise qu'on va utiliser pour aller chercher des chefs de projet, aller chercher des commerciaux, des communicants, aller chercher des gestionnaires et des comptables, par exemple. Et l'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces acteurs locaux qui agissent pour la préservation de l'environnement. Qui en a eu l'idée? C'est Hervé Dubois, il y a 25 ans. Qui a créé ce dispositif. Depuis, c'est 11 000 volontaires qui sont partis. C'est des impacts, en fait, à la fois pour les communautés, les associations locales, mais aussi et surtout pour les volontaires eux-mêmes. C'est une expérience transformative. Et pour les entreprises, puisqu'elles bénéficient justement elles soutiennent en fait ce dispositif et elles impliquent leurs salariés dans cette solidarité internationale. Alors qui choisit? J'imagine là il y a des chefs d'entreprise, des cadres qui nous regardent et qui disent ok, ça m'intéresse, comment ça marche? Ce sont les associations locales que vous aidez qui vous disent on a tel besoin, comment vous faites interagir, comment vous créez ce pont en fait? Exactement. Alors je dirais que nous, on est garant d'une logistique, évidemment, on travaille avec des grands groupes, donc la question de la sécurité, la question de la logistique, tout ça est extrêmement rodé. Mais je dirais que notre principal rôle, c'est d'assurer l'impact des missions. Donc nous, on identifie les besoins locaux, on travaille avec ces partenaires, en fait, au jour le jour. Et donc, on sait quel est le programme de renforcement de capacité qu'on va mettre en place avec eux. Et les missions de congés solidaires vont s'inscrire dans ce programme. Et l'entreprise qui va donc faire un partenariat avec Planète Urgence va financer la mission, permettre la formation du volontaire avant de partir, c'est fondamental, travailler sur la posture, préparer la mission, c'est souvent une découverte pour le volontaire, et surtout assurer le suivi sur place, et le suivi au retour. Ça dure combien de temps une mission moyenne de congés solidaires? Ça dure 2 semaines. C'est un minimum d'une certaine façon? C'est ça. En fait, depuis 25 ans, on a essayé beaucoup de formats. Finalement, ces 2 semaines, c'est le format qui permet un impact local, qui est suffisamment long pour permettre un impact et suffisamment court pour engager les salariés. Et donc, en fait, on a essayé différents formats. C'est le format qui fonctionne le mieux. Oui, parce que si on demande un mois, peut-être que les gens sont un peu plus réticents. Ça veut dire qu'on consacre toutes ses vacances, tous ses congés payés à partir sur une mission comme celle-là. Il y a plein de projets, mais il y en a un qui s'appelle le projet Racine, qui est intéressant parce qu'il est presque un peu plus vaste que ce dont on parle là, c'est ça? Il est très intéressant, le projet Racine. Alors, c'est un acronyme, ça veut dire renforcement des acteurs communautaires investis pour la nature et l'environnement. Racine. Il est intéressant parce que c'est un projet qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et qui va être renforcé par du congé solidaire. L'objectif, donc là on est au Cameroun, on a ciblé 4 acteurs qui sont au cœur de la préservation des mangroves, de l'environnement sur leur terrain. Mais il y a une réalité, en fait ça part d'un constat assez simple, c'est que ces acteurs locaux, ce sont ceux qui vont agir le plus efficacement parce qu'ils connaissent la gouvernance locale, ils connaissent les usages coutumiers, ils connaissent la réalité, les enjeux du terrain. Donc ils ont finalement une intervention très fine. Par ailleurs, ils n'ont pas la structuration qu'on va attendre pour des grands projets ambitieux. Ils n'ont pas la capacité d'aller capter des financements pour mener à bien leur mission. Et donc, le projet Racine, c'est finalement un incubateur de ces associations. Et on va travailler avec nos équipes, avec une association sœur de Planète Urgence qui s'appelle Pulse. Et enfin, grâce aux capacités, aux expertises des entreprises, pour finalement faire de ces 4 associations, et c'est un début, on va étendre, les futures championnes de la préservation de la nature dans leur pays. Ouais. Je voudrais qu'on parle plus généralement du principe et puis peut-être des difficultés des associations aujourd'hui. L'année 2026, elle a été proclamée par les Nations Unies Année internationale des volontaires pour le développement durable. Quand on lit ça, on se dit super, il va y avoir énormément de subventions, de moyens, d'argent qui va déferler sur les associations comme vous qui œuvrent à la préservation de la planète et au développement durable. Oui ou non? Alors,
Nous l'espérons. Ouais, d'accord, réponse un peu diplomatique. Exactement. La réalité, on ne va pas se cacher, c'est il y a une baisse globale de l'aide publique au développement. Ça se passe en France, ça se passe en Europe, ça se passe dans le monde. Il y a un effet Trump quand même, parce que quand il est arrivé, ça a été une de ses premières décisions de couper dans ses budgets. Exactement, il y a totalement un effet Trump. Alors d'ailleurs, je dirais que Trump en est un des révélateurs. Mais la réalité, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis se passe également en Europe, dans peut-être des échelles peut-être moindres, mais c'est la réalité. Pour donner un indicateur, l'aide publique au développement, si le projet de loi finance l'a abouti et que tout cela est validé, on va revenir au niveau de 2016. Du volume de financement de cette solidarité internationale. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental dans un monde qui se tend. Je pense que la solidarité internationale est un des fers de lance qu'il faut vraiment soutenir. C'est vraiment un des bastions qui vont sécuriser nos populations. Je vais être très cynique, c'est pas seulement des bons sentiments, c'est aussi une façon de permettre aux populations de ces pays de vivre chez elles, de rester chez elles et de pas forcément venir en Europe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Alors, on peut y voir beaucoup d'avantages, on peut y voir beaucoup d'intentions. La réalité, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. Si on ne se préoccupe pas de ces enjeux, ça va soit revenir vers nous, soit nous impacter demain, et en fait, ça nous impacte déjà. Et donc, ça ne sert à rien de se replier sur soi-même. En fait, c'est des enjeux mondiaux, et il faut qu'on les adresse collectivement. Est-ce que vous suivez, parce que vous nous dites que ça fait 25 ans, donc il y a quand même pas mal de recul. Est-ce qu'il y a des sites dans lesquels on n'a plus besoin de vous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont été, ok, c'est bon, on les a sauvés, on les a préservés, et puis on passe à d'autres associations et d'autres sites, ou alors finalement c'est un travail vraiment de très très longue haleine? Alors, c'est un travail de très longue haleine. On parle de 10 ans et plutôt de 25 ans en fait pour changer un territoire. Il faut savoir qu'une association comme Planète Urgence, dans tout projet, à l'initiative de ces projets, on a ce qu'on appelle une stratégie de sortie. Donc ça veut dire qu'on anticipe le fait de se désengager de la zone parce que les structures qu'on aura accompagnées, le dynamisme territorial qu'on aura impulsé fonctionne. On a quelques succès sur des zones de résilience en Indonésie, à Madagascar. La réalité, c'est qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps et on n'y est pas encore sur pas mal de zones. Mais par contre, on a des succès tangibles et des impacts réels, et on n'est pas loin sur certaines zones. Un dernier mot, peut-être plus lié à la géopolitique, aux tensions, je pense notamment à certains pays d'Afrique, certains pays du Sahel, dans lesquels la présence française a diminué. Est-ce qu'une association comme vous, alors vous n'êtes peut-être pas estampillé français, mais est-ce que vous souffrez parfois de ces tensions qui peuvent exister? Ça nécessite beaucoup de finesse, en tout cas. La spécificité de Planète Urgence, c'est justement de renforcer et soutenir les structures locales. Nos équipes, on n'a pas un expatrié, ce sont que des équipes locales qui sont interconnectées avec le tissu associatif. Donc, en cela, on ne souffre pas de ce sentiment peut-être anti-français qu'on peut voir sur certaines zones. On a des confrères qui souffrent de ça, qui sont d'ailleurs désengagés de certaines zones. Voilà, c'est pas la réalité de Planète Urgence parce que la façon de faire, la façon de travailler, finalement, va dans le bon sens. Merci beaucoup, Guillaume Tauvron, et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite au Zoom de notre émission. On va parler de précarité étudiante. C'est le Zoom de ce Smart Impact. On parle de précarité étudiante avec Florian Ripper. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur, le directeur général de Studelp. C'est une association que vous avez créée en 2021. Avec quelle idée, quelle mission principale pour Studelp? Le concept de Studelp, finalement, sur le papier, paraît très simple. En fait, on est 3 amis d'enfance à avoir créé le concept de Studelp en pleine sortie de confinement. On a tous les 3 été marqués par les nombreuses files d'attente dans les distributions alimentaires qui étaient de plus en plus composées d'étudiants dans le besoin. Moi, à cette époque-là, je travaillais au sein d'écoles de commerce, donc j'étais au contact régulièrement d'étudiants. Et je me suis rendu compte que plein d'étudiants étaient dans le besoin, mais n'osaient pas forcément en parler, soit par honte, soit par timidité. Donc on a été un peu dans l'action-réaction, on a décidé d'agir et de créer une plateforme de mise en relation entre ces étudiants d'un côté qui sont dans le besoin, qui nécessitaient de l'aide alimentaire,
Et en face, en fait, des gens comme vous, moi, des familles, des retraités qui avaient envie d'aider, mais qui ne savaient pas trop comment le faire, qui voyaient justement toutes ces files d'attente et qui avaient envie d'aider. Et justement, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas en relation pour qu'ils puissent leur faire des paniers repas, justement, à hauteur de ce que chacun peut donner. Ça peut être 10 €, 15 €, 30 € par mois. Et en fait, c'est un peu une nouvelle forme de don, puisque aujourd'hui, vous voulez aider une association d'aide alimentaire étudiante, vous allez faire un don financier à une association, vous allez faire du bénévolat au sein de l'association, ce qui est déjà très bien. Mais là, c'est un peu une nouvelle forme de don, puisque on vous met en relation avec un étudiant qui est au plus proche de chez vous, et vous allez pouvoir justement vous rendre compte de la réalité du terrain, mettre 30 € ou 40 € par mois, et en fait, savoir où va cet argent concrètement. Et surtout, l'objectif de l'association, on s'en était pas forcément rendu compte au démarrage, c'est l'aide alimentaire qui est le point d'entrée, mais aussi de pouvoir créer du lien social entre l'étudiant et la personne qui va accompagner. On y reviendra là-dessus et on reprendra un peu en détail comment fonctionne et puis les liens que ça a pu créer. Quelques données un peu générales sur la précarité alimentaire des étudiants. Il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites auprès d'eux. 66% des étudiants français disent sauter plusieurs repas par semaine. 30% d'entre eux se privent d'au moins 4 repas par semaine. Est-ce que cette précarité étudiante alimentaire, elle s'accroît, elle est stable, ou au contraire, est-ce qu'on réussit quand même à la faire diminuer? Il y a un certain nombre d'actions, d'associations ou d'actions publiques aussi. C'est vrai que quand on a créé l'association, justement, c'était en sortie de confinement, donc on s'était dit l'association sera certainement éphémère puisque les étudiants n'auront plus forcément besoin de nous au bout de 2-3 ans, mais je pense qu'au contraire, le confinement et la médiatisation qu'il y a eu, justement, a montré qu'il y avait une réelle problématique pour les étudiants. Je pense que les étudiants aussi ont moins de mal aujourd'hui à s'exprimer, à justement parler de leurs problématiques rencontrées au quotidien. C'est un peu moins un tabou, je pense. Je pense. Et il y a l'aide alimentaire, mais il y a le logement. On est sur aussi tout ce qui est santé mentale, qui est la grande cause nationale de l'État, encore une fois, cette année. Donc je pense que ça a vraiment révélé au grand jour, justement, toutes ces problématiques-là qui sont rencontrées par les étudiants. Nous, à l'époque, c'est vrai qu'on recevait déjà beaucoup de demandes d'étudiants. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller faire de la sensibilisation. On le fait toujours, mais dans les écoles, universités, parce que les demandes viennent naturellement d'étudiants. On a reçu plus de 4000 demandes d'étudiants depuis le mois de septembre, et ça dans toute la France. C'est beaucoup plus que l'an dernier, C'est beaucoup plus que l'an dernier, et c'est des demandes, je pense aussi, surtout, qui sont de plus en plus urgentes. À l'époque, c'était uniquement sur de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, on a des étudiants qui nous demandent des vêtements chauds parce qu'ils sont dans des situations très compliquées. On a un étudiant qui était bénévole chez nous, qui dormait dehors. Enfin, on a des situations, je pense, qui sont de plus en plus critiques aujourd'hui pour les étudiants. Et heureusement, il y a des assos comme nous, il y a beaucoup d'associations qui font des distributions alimentaires. Et heureusement qu'elles sont là, puisque les étudiants sont vraiment dépendants de ces assos. Est-ce que là, on est en pleine incertitude budgétaire, est-ce que vous en voyez les effets directement? Pour les associations, nous, on en parlait juste avant, justement, on n'est pas trop touché par les baisses de subventions publiques, puisqu'on n'a jamais été dépendant, en fait, des subventions publiques. Notre stratégie, ça a toujours été d'aller voir des fondations d'entreprises ou des entreprises privées. On a la chance d'avoir une grosse communauté de gens qui sont engagés, qui font des courses régulièrement pour les étudiants. C'est plus de 10 000 personnes depuis 2021. Et c'est beaucoup de personnes qui sont engagées dans des entreprises, donc de fil en aiguille, qui n'hésitent pas à en parler à leur fondation, à leur directeur, d'organiser des journées de solidarité. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais été dépendant des subventions publiques aujourd'hui, donc on n'est pas trop touché par tout ça, mais il y a des associations comme Linky, comme On Remplit le Frigo, qui sont complètement touchées par la baisse des subventions publiques et qui vont devoir justement réduire la cadence et réduire le nombre de distributions alimentaires qui sont faites pour les étudiants, et pas qu'à Paris, ça c'est vraiment dans toute la France. Alors si on reste dans le constat, c'est Linky qui donne cette information sur le budget des étudiants français. 78% des étudiants vivent avec moins de 100 € par mois après le paiement du loyer et des charges. Et là aussi, si je reste sur l'alimentation, ça a des conséquences directes sur ce qu'ils peuvent manger finalement. Ou les carences alimentaires qui sont liées à ces difficultés budgétaires. Complètement, et on le voit puisque nous, les personnes qu'on met en relation avec les étudiants, on demande aux étudiants lorsqu'ils s'inscrivent d'envoyer une liste de produits dont ils ont besoin de première nécessité, et très souvent ils n'osent pas nous demander du thon, du poisson, de la viande, des produits d'hygiène qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, et les produits de base qu'ils nous demandent, c'est du riz, des pâtes, et on a des étudiants qui mangent que ça toute la journée. Ils nous demandent des pâtes et de la sauce pour pouvoir manger. Donc c'est vrai que nous, on essaie aussi de les éduquer justement sur le bien manger,
Linky le fait aussi beaucoup, Copain, etc. De pouvoir donner des fruits et légumes, de pouvoir aussi leur proposer des recettes. Parfois, les étudiants ont aussi besoin, je pense, d'être sensibilisés, d'être éduqués là-dessus. Nous, c'est dans ce sens-là aussi que les gens qui aident régulièrement les étudiants par des courses essaient aussi de cuisiner avec eux parfois, de les accueillir chez eux, de pouvoir leur proposer des recettes un petit peu différenciantes que de manger des pâtes tous les jours ou du riz. Mais c'est clair que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, les étudiants sont obligés de travailler, d'avoir plusieurs jobs étudiants. Enfin, ils rencontrent des problématiques qui sont vraiment assez catastrophiques, et notamment les étudiants internationaux aussi, qui sont, je pense, aujourd'hui le plus touchés par la précarité étudiante. On a quand même plus de 70% de nos bénéficiaires qui sont des étudiants internationaux, qui sont hors scope des aides qui sont proposées par l'État et qui, eux, pour le coup, se retrouvent dans des situations catastrophiques. Alors, vous essayez, on l'a un peu évoqué rapidement tout à l'heure, mais d'aller au-delà du simple, et c'est déjà très bien, mais du simple don alimentaire. Ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est un concept qui est basé sur l'engagement citoyen. Donc, vous, demain, à votre échelle, vous vous inscrivez, vous voulez aider un étudiant dans le besoin. On vous met en relation avec un étudiant qui est au plus proche de chez vous. Vous allez pouvoir l'accompagner par des courses 3 mois, 6 mois ou durant toute une scolarité. Et l'objectif surtout, c'est pouvoir créer du lien social avec cet étudiant. Et on a des milliers et des milliers de belles histoires qui se sont créées entre des étudiants et des particuliers qui ont accompagné ces mêmes étudiants. On en a même aujourd'hui qui pilotent nos antennes. À Lyon, par exemple, c'est un binôme étudiant-parrain qui pilote l'antenne ensemble. Sur Aix-en-Provence, c'est François, qui est un ancien donateur, qui a voulu aller plus loin dans l'initiative pour pouvoir justement créer une antenne et développer tout ça avec des distributions alimentaires et autres. Donc on a des milliers et des milliers de belles histoires qui sont créées. On s'en était pas forcément rendu compte au démarrage. Et je me souviens, le premier mail qu'on a reçu, c'est une petite mamie qui était à Amiens, qui nous a écrit 15-20 lignes en nous disant « mais vous vous rendez pas compte, au-delà de l'aspect alimentaire, ils me considèrent aujourd'hui comme leur mamie, on se voit régulièrement. Les étudiants sont plus forcément dans le besoin, mais on se voit quand même parce qu'on a créé du lien. Souvent intergénérationnel exactement, aussi, évidemment, aussi. Et avec des personnes âgées qui peuvent être elles aussi confrontées à un isolement. Donc, et on avait un peu peur parce qu'on se disait, et c'est souvent la remarque qu'on nous faisait quand on s'est créé, c'est on est en sortie de confinement, les gens ont envie d'aider, mais peut-être que dans 2-3 ans, vous aurez beaucoup moins de gens qui sont prêts à aider. Et en fait, chaque année, on est complètement surpris parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens veulent aider, mais nous connaissent pas justement, ou ont envie de trouver une nouvelle forme de don, comme je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'on propose avec Studelp, c'est de vivre une expérience humaine. Justement, vous parlez de mentoring social. C'est ce qu'on vient de décrire ou c'est encore autre chose ? Je pense que ça va même au-delà, puisque très souvent, l'aide alimentaire, encore une fois, c'est le point d'entrée. Derrière, il y a la création de liens sociaux. Et en fin de parcours, en fait, il y a aussi le mentorat, justement, de pouvoir aider ces étudiants. La plupart qui se retrouvent dans des situations critiques ont besoin de trouver un stage, une alternance, un job étudiant. Ils ont besoin aussi de correction sur le CV, la lettre de motivation, ou ne serait-ce justement d'être motivé ou surmotivé par une personne qui va pouvoir l'aider dans ses recherches. Et très souvent, justement, ça se transforme en mentorat, puisque indirectement, c'est beaucoup de gens qui sont cadres ou salariés dans des entreprises et qui décident de même, justement, même parfois de recruter des étudiants en stage ou autres qu'ils ont en parrain régulièrement toute l'année. Donc très souvent, ça peut se transformer en mentorat. Alors pendant ces fêtes de fin d'année, vous avez organisé une période, c'est une période spéciale. Donc qu'est-ce que vous avez organisé et comment ça s'est passé ? En fait, on a toujours été dans l'action-réaction. Donc chaque année, on fait un observatoire auprès de nos bénéficiaires. On essaie de comprendre toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Et en fait, l'année passée, on s'est rendu compte que je crois que c'était plus de 70% de nos bénéficiaires avaient passé les fêtes de fin d'année seuls, soit parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans leur famille, le billet était trop cher, ou parce que c'était des étudiants étrangers qui se retrouvaient tout seuls. Donc on savait qu'on avait une grosse communauté de gens qui étaient engagés et prêts à aider ces étudiants, ne serait-ce que par des courses toute l'année. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas le même concept, mais de manière un peu plus éphémère, justement sur les fêtes de fin d'année, en mettant en relation un étudiant et une famille qui voudrait accueillir un étudiant. Ça pouvait être entre le 22 décembre et le 3 janvier, donc sur Noël, sur le Nouvel An et autres. On l'a fait pour la première année, donc l'année passée. On avait fait plus de 500 à 600 repas dans toute la France. On a une dame qui avait accueilli 7 étudiants le 31 au soir, de nationalités différentes qui ne se connaissaient pas. Et cette année, on a musclé un peu le dispositif. On a fait plus de 1000 repas dans toute la France. Et encore une fois, on a plein de belles histoires qui se sont créées. On a eu une raclette party avec des étudiants. On a une dame qui a fait visiter Montmartre à 2 étudiants en leur proposant un repas le midi. Cette même dame qui avait accueilli 7 étudiants l'année passée de nationalités différentes, elle a remis le couvert cette année en accueillant 4 étudiants pour Noël cette fois-ci. Donc on a plein de gens justement qui connaissaient l'association mais qui n'osaient pas trop s'engager. Et le fait de lancer ça durant les fêtes de fin d'année, c'était une manière aussi de leur dire découvrez un peu la réalité de terrain avec les étudiants. Et ce qui est beau, c'est qu'on a plein de gens qui continuent à aider les étudiants après les fêtes de fin d'année par des courses justement tout au long de l'année. Merci beaucoup Florian Ripper et à bientôt sur Be-Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact avec la directrice générale adjointe de la foncière INEA. Le bâtiment fait sa mue.
Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Karine Dachary, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, la directrice générale adjointe de la foncière INEA. On va beaucoup parler de bâtiments bas carbone, de la stratégie RSE que vous pilotez. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez la foncière INEA. Oui, bien sûr. Donc INEA est une foncière cotée qui investit depuis sa création en 2006 sur l'immobilier tertiaire neuf en région. C'est-à-dire qu'elle achète essentiellement des bureaux, mais aussi des parcs d'activités sur plan à des promoteurs, qu'elle loue ensuite à des entreprises, essentiellement grands groupes et filiales de grands groupes. Alors, vous êtes entré chez INEA juste après sa création, en 2007, je crois. Alors, moi, en sortant de vos études. Si je compte, ça va me faire mal, parce qu'effectivement, ça fait 19 ans que j'y suis. C'est à moi que ce genre de bilan fait très, très mal. Moi, j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation entrepreneur. Je voulais essayer de rejoindre une société avec un profil très entrepreneurial, pas forcément un grand groupe. Et donc, par relation, par un professeur, je suis rentrée en contact avec les trois fondateurs à l'époque, Philippe Rosio, Arline Gogel-Kempler et Alain Julliard, qui est décédé aujourd'hui, qui venaient de monter leur foncière, avec la particularité qu'elle était déjà cotée en bourse, parce qu'ils sont allés chercher un statut fiscal particulier, qui est le statut SIC, mais c'était un peu une coquille de noix. Il y avait 2 immeubles signés et pas encore en exploitation. Et je me suis dit, bon, ça a l'air de bons professionnels, j'aime bien la thématique, les territoires, allons-y, on va voir. Ça fait 19 ans que j'y suis. Est-ce que vous entendiez... J'imagine pas beaucoup dans les années 2007-2010 les mots bas carbone, bâtiment bas carbone, ou est-ce que c'était déjà... Non, dans l'immobilier, c'est venu plus tard. Moi, je daterais ça de la première obligation réglementaire qui a été de produire un rapport RSE. C'était plutôt du 2012, 2012-2013. En tout cas, nous, notre prise de conscience, elle a été là. De se dire, il faut raconter des choses en matière de RSE. Faisons de la RSE. Et nous, notre particularité, c'est de faire de l'immobilier neuf. Et on s'est dit, mais on a un super sous-jacent. Nos immeubles sont neufs et répondent aux dernières réglementations thermiques possibles en matière environnementale. Donc, on doit être performant et quelque part, on doit pouvoir en faire un avantage concurrentiel si on pousse le curseur RSE. Et donc, on s'y est mis, nous, à partir de 2014-2015, de façon assez engagée, par conviction personnelle aussi, mais aussi parce qu'on a perçu qu'il y avait quelque chose qui changeait dans notre secteur. Et puis, on a célébré les 10 ans des accords de Paris, c'était au mois de décembre. Peut-être un effet d'accélération après ces accords de Paris, notamment chez tous les interlocuteurs du secteur. Peut-être la prise de conscience, Oui, et il y avait vraiment des gens qui essayaient d'innover en la matière. Je pense d'ailleurs qu'on a été le premier investisseur, par exemple, à aller sur des immeubles tertiaires en structure bois massif. C'était à l'époque, c'était quelqu'un chez Nexity qui avait développé la filiale eWood, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est venu nous voir avec un projet bureau en bois à Aix-en-Provence. Et c'était du 2011. Et on s'est dit, oui, ça a l'air de faire sens. Alors, on ne parlait pas encore matériaux biosourcés, bas carbone. Ces mots n'étaient pas là, mais les intentions étaient là. Et nous, on a beaucoup adhéré à ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une quinzaine d'immeubles en structure bois massif. C'est 20% de notre parc. Et ça fait sens à plein de niveaux. Oui, évidemment. Et on va rentrer dans le détail. C'est quoi un bâtiment bas carbone? Comment on fait en sorte que les nouveaux bâtiments aient l'impact le plus faible possible? Il se trouve que j'étais présent à la soirée des 10 ans du label bas carbone. Quel rôle il a joué, ce label, dans la bascule ou l'accélération de la bascule du secteur? C'est un autre HEC qui a beaucoup œuvré pour Guillaume Poitrinal, pour faire émerger justement et on va dire professionnaliser presque toutes ces intentions qui étaient là depuis quelques années. Je trouve qu'il a fait un travail formidable et il a formalisé effectivement ces nouveaux processus de construction à travers ce label. Nous, on a été lauréat sur l'une de nos opérations avec Nexity et sa filiale eWood notamment. Et il y a tout un écosystème qui s'est construit. On peut parler aussi de la filière bois, qui s'est vraiment, moi je trouve, construit à ce moment-là. Donc ça a été un formidable vecteur d'accélérateur. C'est un moyen de se comparer aussi? Ou d'avoir des métriques qui sont les mêmes pour tout le monde. La performance environnementale, globalement, oui. Et alors, c'est pour ça, on va peut-être dériver sur un autre thème, mais que la CSRD qui fait peur à beaucoup de monde, donc cette nouvelle réglementation européenne... Bilan extra-financier qui donne... Mais c'est une chance formidable de pouvoir donner un cadre standard, enfin, justement, à toutes ces intentions, et de rendre les performances extra-financières comparables. Et ça donne, pour moi, c'est un driver pour continuer pour son action RSE.
Sauf que l'Europe est en train de freiner. Alors, oui. Alors on peut considérer, il y a deux lectures. Soit on dit la CSRD, dans sa V1, c'était 800 pages, c'était trop compliqué, donc bon, c'est bien de l'avoir simplifié. Puis alors, il y a une autre lecture qui consiste à dire, OK, on l'a simplifié, mais alors on a aussi réduit la voilure ou l'ambition. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux choses. Effectivement, si vous n'avez rien fait en matière RSE et que vous retrouvez avec la mise en œuvre de la CSRD demain dans votre boîte, c'est un mur. Mais si vous êtes embarqué dans une démarche construite depuis plusieurs années, vous vous dites, bon, c'est qu'une étape de plus. Elle est lourde, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà. Après, oui, il y a eu un retour un peu en arrière avec la loi Omnibus, qui a largement réduit le spectre des émetteurs concernés. Oui. Et nous, c'est notre cas, c'est-à-dire que nous, on s'est préparé tout au long de l'année 2025 à publier notre premier rapport. Finalement, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est ça? On n'est plus éligible du tout, à cause du critère de salariés, du nombre de salariés. Okay. Qui est absurde d'ailleurs. On va choisir quand même de publier notre premier rapport de durabilité, là, dans 3 mois. Ouais. Parce que, justement, c'est une chance, moi, je trouve formidable. Ça donne enfin un cadre, ça donne une démarche qui est très structurée. Et ça permet de montrer aussi réellement ces résultats et de les rendre comparables. Vous le faites, mais d'autres ne le feront pas. Donc c'est quand même un coup de frein aux engagements, pas seulement du secteur du bâtiment d'ailleurs. Oui, qui est global. Il y a un backlash environnemental, on va dire, depuis 2025. Mais ça ne va pas changer les tendances de fond, enfin la réalité. Ouais. Alors après, on peut soit choisir de suivre les vicissitudes géopolitiques et voilà, soit choisir plutôt de regarder la science, les tendances réelles. Et puis tant pis finalement pour ceux qui ne suivent pas, parce que je pense que c'est finalement de la saine gestion aujourd'hui d'adresser ces enjeux-là, en fait. Et vous pensez que c'est un atout, même un atout marketing ou un atout pour une entreprise qui fait cette démarche, qui publie son bilan extra-financier par rapport à celles qui ne le font pas aujourd'hui ou qui surtout ne le feront pas si on se projette un petit peu? Clairement, moi je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup communiqué sur des intentions. Maintenant, il faut qu'on passe aux résultats. Ça fait 10 ans dans l'immobilier qu'on parle vraiment de RSE. Donc maintenant, c'est une façon de démontrer son action réelle. Et il y a des attentes dans notre secteur à tous les niveaux. C'est-à-dire que commercialement, les locataires veulent des immeubles durables maintenant. Les banques veulent financer la transition. Donc elles veulent vous accompagner dans la transition. Les investisseurs, on est cotés en bourse, veulent aussi, parce que c'est, je vous le disais tout à l'heure, un gage de saine gestion et de pérennité des entreprises dans le temps. Tout le monde attend ça, c'est finalement un nouveau standard. Donc ne pas le faire aujourd'hui, je pense, c'est mettre en danger sa boîte. Mais est-ce qu'un bâtiment bas carbone, ça coûte plus cher qu'un bâtiment qui ne l'est pas? Non. Alors je dirais non. Je reprends l'exemple de l'immeuble en bois. Quand on a regardé ça, il ne coûtait pas plus cher qu'un immeuble en béton. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez une phase d'étude plus longue. Il y a beaucoup de choses qui sont usinées, assemblées en usine. Mais vous gagnez énormément en temps d'exécution sur le chantier. Vous avez des chantiers qui sont réduits à quelques semaines parce que vous... Ce qu'on appelle le hors-site, c'est ça? Oui, exactement. Tout est fait préparé en usine et arrive sur votre chantier et ça s'assemble. C'est assez impressionnant à voir, presque comme du Capla, quoi. Donc finalement, nous, ces immeubles-là, on ne les a pas achetés plus cher que des immeubles en béton. Quand on est allé parfois sur du béton décarboné, des choses comme ça ne coûtait pas plus cher si c'était pris en phase de conception, si c'était pensé à ce moment-là. Aujourd'hui, transformer un immeuble qui est très vieux et qui est une passoire énergétique, oui. La rénovation, évidemment, ça coûte de l'argent. Mais nous, on a la chance d'avoir un sous-jacent neuf. Oui, vous ne vous engagez que sur des projets de bâtiments neufs. Hein. C'était notre positionnement effectivement initial. Et ça veut dire vraiment une conception différente. Là aussi, si on prend un peu de recul. Vous nous dites, ça fait une douzaine d'années que vous vous êtes engagé dans cette direction-là. Vous pensez, ou les architectes avec qui vous travaillez, pensent les bâtiments complètement différemment? Si vous voulez embarquer des solutions innovantes, alors on va passer à un autre thème, mais par exemple les énergies renouvelables. Nous, on a regardé par exemple la géothermie à un moment donné. C'était quelque chose qui m'intéressait. Sur un immeuble neuf qui vient d'être livré, je ne vais pas casser tout mon système de clim et faire des forages alors que mon immeuble est neuf. C'est trop tard, finalement. Donc, je n'ai pas cette option, finalement, sur mon patrimoine. Quand vous le pensez, il y a des acteurs qui le font, notamment dans Paris. Quand vous le pensez dans le cadre soit d'une construction neuve, soit d'une rénovation très lourde, ça vaut carrément le coup. Voilà, donc, il y a des choses qui doivent se faire vraiment en coopération avec le promoteur et sur d'autres thèmes, même en coopération avec les locataires. Si on va sur la biodiversité, la gestion des déchets. Donc il y a toute une chaîne. Et en fait, l'immobilier,
ça c'est un peu nouveau, doit apprendre un peu à décloisonner pour que ce dialogue il se fasse presque à l'origine du projet. Alors, puisqu'on parle de politique énergétique ou de mix énergétique, c'est là-dessus que porte la question de Frédéric Martin, qui était à votre place la semaine dernière, le président de France Gaz. On l'écoute. Bonjour Karine, en tant que directrice générale de la foncière INEA, peux-tu nous expliquer la politique responsabilité sociale des entreprises que tu mènes au sein de ton entreprise et notamment l'équilibre entre, les travaux sur les bâtiments, notamment le green building, et le verdissement du mix énergétique de ces mêmes bâtiments. Merci. Alors sur le mix, finalement, si on fait le bilan d'un bâtiment neuf sur lequel vous vous engagez, le mix énergétique, il prend quelle part? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous, tous nos immeubles, comme ils sont relativement récents, sont alimentés à l'électricité. Donc, on bénéficie du mix relativement décarboné de la France grâce à la part du nucléaire. Après, vous avez deux actions possibles, on va dire, pour un propriétaire. Déjà très simple, vous pouvez souscrire des contrats d'abonnement avec source garantie d'énergie renouvelable, puisque vous gérez toutes les parties communes de vos bâtiments. Vous pouvez inciter vos locataires à faire la même chose sur leur partie privative. Bon, ça c'est relativement passif comme action. Et nous, on a voulu travailler justement, après avoir atteint, on y reviendra peut-être, mais un peu la sobriété énergétique sur nos immeubles, c'est-à-dire avoir abaissé un maximum leur niveau de consommation. On a voulu maximiser notre contribution à la neutralité carbone en produisant des énergies renouvelables. Donc la géothermie, je vous l'ai dit, c'était un peu trop tard pour nous. Et donc on est allé sur le photovoltaïque. Vous dites la politique de solarisation déployée traduit notre engagement pionnier et constant en faveur du green building. Solarisation déployée, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver des partenaires pour installer des panneaux photovoltaïques sur la plupart de vos immeubles? Dans notre cas, j'irai un peu plus loin, c'est trouver un modèle. C'est-à-dire que quand j'ai regardé ça il y a plus de 3 ans maintenant, le modèle dans cette filière-là, je le trouvais assez inintéressant pour un propriétaire immobilier. Parce qu'en fait, on vous propose de louer votre toiture, à la surface au-dessus de votre toiture, pour qu'un exploitant vienne y poser sa centrale et revendre son énergie à EDF. Votre immeuble ne profite absolument pas de l'énergie produite et vous avez donné un gage réel sur votre immeuble pour en retirer 3 francs 6 sous, parce que la location de la toiture, c'est vraiment ça. C'est pas grand-chose. Pas forcément intéressant. Moi, je voulais que l'électricité produite alimente déjà mon immeuble. Et donc là, vous avez quelques boîtes qui disruptaient un peu ça et qui disaient « Ok, je vais vous vendre l'électricité. » Oui, mais moi, l'électricité, je la refacture à mes locataires. Donc, je prends en charge le coût de l'infrastructure, mais comment je rentabilise ça? Et puis, le surplus que ne consommera pas mon immeuble, je vais le vendre à EDF. EDF, obligation d'achat, système d'incitation fiscale. J'aime pas beaucoup faire des business models qui reposent là-dessus. Et en fait, en cherchant, on a trouvé un nouveau modèle qui a 2 ans d'existence maxi en France, qui est celui de l'autoconsommation collective. Et donc, on s'est associé avec un spécialiste donc des circuits courts de l'énergie qui s'appelle Serenison. Avec qui donc, on cofinance des centrales. Donc, on en est propriétaire. On a créé une filiale là-dessus. On alimente directement les parties communes. On propose à nos locataires d'être consommateurs de cette énergie, mais ils restent maîtres des contrats qu'ils signent. Et la grande différence, c'est qu'au lieu de vendre le surplus à EDF obligation d'achat, on peut le revendre dans un rayon de 2 km autour de l'immeuble. Oui, ça suppose que le quartier fasse partie du projet d'une certaine façon, c'est ça? Notre enjeu, ensuite, il est commercial, effectivement. Alors, heureusement, on ne construit pas des immeubles dans la pampa, si je puis dire. Donc, on a un écosystème. Et là, d'ailleurs, l'immeuble, ça prend tout son sens. L'immeuble dans la ville, qui participe à une communauté urbaine, ça prend tout son sens. Et donc, là, on a des communautés de consommateurs qui se créent avec des entreprises voisines, mais aussi des particuliers, des collectivités, une école, enfin des hôpitaux, des choses comme ça. Ça fait énormément de sens. Et là, on a quelque chose qui, économiquement, est rentable, parce qu'on vend l'électricité un tout petit peu en dessous du prix du marché, mais ça reste compétitif. Ça fait beaucoup de sens pour nos locataires. On leur offre une énergie produite localement, qui est verte, qui n'est plus soumise aux fluctuations des prix du marché de l'énergie. Et on a certains de nos locataires qui ont bien souffert pendant la crise énergétique de 2022, après le déclenchement de la crise en Ukraine, qui fait sens au niveau de l'engagement RSE, ensuite global, quoi. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites plus que ça, ou est-ce qu'il y a, sur un nouveau projet, on peut se dire, tiens là, la géothermie, c'est intéressant, et comment vous choisissez finalement tel ou tel mix énergétique pour un nouvel immeuble? Alors là, on est parti sur cette thématique, et là, on a l'ambition d'essayer de déployer au maximum ce modèle-là. Donc, on va rester sur le photovoltaïque. La géothermie, on pourra y revenir quand on aura des sujets de rénovation lourde, parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant et j'aimerais bien creuser ce sujet. Mais voilà, pour l'instant, on a ça. C'est quand même 2 ans de boulot pour arriver à trouver le modèle, à structurer.
Ça fonctionne. On a 14 centrales aujourd'hui déjà en exploitation. On parle de centrales, en fait, c'est des panneaux sur le toit ? Oui, soit sur le toit, soit en ombrière sur des parkings. Oui, d'accord. Et c'est pour nous, 14 centrales, c'est 16 000 m² de surface solarisée et c'est 4 gigawattheures produits chaque année. C'est l'équivalent de la consommation moyenne de 1000 foyers français, quoi. Et ça seulement avec 14 centrales. Donc on a tout un pipe maintenant à équiper. Mais vous êtes obligé d'avoir une réflexion actif par actif. Parce qu'il y a des toitures qui n'ont pas été prévues pour ça. Oui, vous ne pouvez pas forcément le faire partout. On ne peut pas déployer aussi facilement, donc c'est quand même un gros boulot. Mais voilà, ça en vaut la peine. Quelques chiffres donnés par INEA, 81,5 millions de revenus locatifs bruts en 2025, une hausse de 4,5% sur un an. Est-ce que ça veut dire que vous allez plutôt bien dans un secteur qui est en difficulté ? Oui, on peut le dire comme ça. C'est que malgré le contexte, on s'en sort pas mal. On va signer un bon exercice 2025. On a la chance d'être en région, je crois. On est les seuls un peu, en tout cas en foncière cotée sur ce créneau. C'est des marchés moins volatiles que l'Île-de-France. Et on est à chaque fois on a accompagné le développement des principales métropoles régionales. Et donc, c'est des villes qui continuent à se développer malgré la crise, même si ce qui nous a manqué cette année, c'est, comme partout, c'est la demande locative et c'est les grandes entreprises qui, aujourd'hui, vu le contexte, notamment politique, n'arrivent plus à se projeter et à faire des projets immobiliers sur le long terme. C'est ça qui manque, mais on va dire qu'effectivement, les fondamentaux sont solides. On a un immobilier qui répond aux besoins des entreprises et au nouveau mode de travail post-Covid, qui est green, qui est performant au niveau environnemental, qui est bien placé, bien desservi par les transports en commun. Donc, on n'a pas de sujet de fond sur notre patrimoine et donc... dès que ça repartira. Oui, c'est ça. Alors, c'est la question que j'allais vous poser, parce que c'est pas seulement lié à l'incertitude budgétaire, mais elle a quand même un effet sur l'activité économique du pays, et notamment de l'activité du secteur du bâtiment. Ça vous mène dans quel état d'esprit je ne sais pas si vous regardez d'ailleurs ce spectacle parlementaire autour du budget. J'ai beaucoup regardé l'année dernière, je regarde quasiment plus là, tellement c'est agaçant, effectivement, parce que... Sincèrement, 2025, dans l'immobilier, on a senti une envie de repartir. Il y a de l'argent qui est là, prêt à être réinvesti. Il y a des gens qui ont envie de faire des projets. Et il y a vraiment cet attentisme patent depuis plus de 2 ans qui enraye la machine, quoi. Donc, c'est très énervant, c'est un peu affligeant. Il suffirait d'avoir... Vous, c'est des clients qui ne s'engagent pas. Qui disent, oui, nous, on ne va pas y aller parce qu'on n'a pas de vision, quoi. Nous, en fait, sur notre base locative, c'est quasiment aux 3/4 des grands groupes. Donc, en fait, on a une activité locative qui reste correcte grâce aux plus petits groupes, mais la taille moyenne des baux qu'on a signés, elle est tombée à 500 m². Ce qui nous manque, c'est l'entreprise qui vient sur un de nos immeubles récemment livrés, qui prend 3 000, 4 000, 5 000 m². Parce que les grands groupes aujourd'hui, décider d'une implantation régionale aujourd'hui ou d'un déménagement, avec le manque de visibilité fiscale notamment, c'est pas évident. On les comprend. On a encore besoin de construire des bureaux ? Parce qu'il y a pas mal de bureaux vides en France, donc il y a encore un besoin. Oui, alors il y a beaucoup de bureaux vides, effectivement. Il y a le 6 millions de mètres carrés en Île-de-France, là, qui fait un peu peur. Mais quand vous regardez les études, notamment CBRE a sorti un nouvel indicateur là, sur l'obsolescence. Il y a 40% de l'offre en Île-de-France qui est obsolète. C'est 30% en région. Obsolète parce que les immeubles sont vieux, passoires énergétiques, tout ce que vous voulez, ou parce qu'ils sont plus adaptés aux nouveaux modes d'organisation du travail. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui sont passées du bureau cloisonné à l'open space et qui aujourd'hui vous demandent des espaces collaboratifs où on peut se réunir, échanger, des petites salles de réunion, une dimension RSE qui devient prégnante. Voilà, donc il y a un besoin de renouveler cette offre, qu'elle soit qualitative et qu'elle corresponde aux attentes des locataires. Vous avez parlé tout à l'heure de biodiversité, de déchets. Quand je pense aux déchets, ça m'engage sur la question, l'enjeu de l'économie circulaire. Et c'est vrai que c'est un enjeu du secteur du bâtiment. Vous faites quoi ? Vous faites en sorte que les déchets deviennent finalement des ressources ? C'est ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pas totalement nouveau d'ailleurs. Alors ça, ce serait effectivement sur un cycle de fin de vie du bâtiment, ce qu'on n'expérimente pas encore chez INEA, parce qu'on a une moyenne d'âge de 7 ans de notre parc. Vous avez un enjeu sur les déchets de chantier en promotion, qu'on ne gère pas, parce que nous, on arrive au moment où on nous livre l'immeuble clé en main. Donc nous, on gère les déchets en phase d'exploitation, donc les déchets produits par nos locataires. C'est un thème qu'on a commencé à regarder en 2021-2022.
il a fallu commencer par mesurer et qualifier le type de déchets qui étaient produits sur notre parc. On est allé chercher un spécialiste, une start-up qui se montait sur ce thème. Et on a voulu surtout savoir comment étaient traités ces déchets, in fine. Sachant que vous avez 3 types de traitements possibles. Dans le meilleur des cas, c'est recyclé, c'est la valorisation matière. Cas intermédiaire, c'est incinéré, valorisation énergétique. Pire des cas, c'est enfoui ou entreposé dans des décharges à ciel ouvert. Et quand on a fait cet audit un peu inaugural, on a découvert que 25% des déchets produits sur notre parc, ce qui représentait quand même 1 tonne par an, étaient enfouis, ce qui nous a scotché. Et on s'est dit, on a trouvé directement notre premier objectif, c'était réduire la part d'enfouissement. Donc vous en êtes à combien? Et ça, donc on est passé en 2 ans de 25 à 13%. Et alors malheureusement, ce taux, il est quasi incompressible, parce qu'il y a des villes en région, notamment Marseille, il ne faut pas la citer, où les incinérateurs sont saturés. Et vous n'avez pas d'autre choix aujourd'hui que d'enfouir ou d'entreposer à ciel ouvert, ce qui est dingue. Donc, une fois qu'on a fait ce premier objectif, on a un deuxième objectif qui est d'augmenter la part du recyclage. Et donc là, c'est à nous, propriétaires, d'amener à nos locataires les moyens de trier mieux leurs déchets et d'organiser des filières de ramassage des déchets adaptées. Du coup. Oui. Alors, il y a eu l'obligation, notamment sur les déchets organiques. Ça peut être un défi pour une entreprise comme vous. Ça. Exactement. C'est-à-dire comment Qu'est-ce qu'on choisit faire On choisit d'installer des bacs de compost donc à proximité de nos bâtiments. Et on essaie de relier ça à des problématiques de biodiversité en se disant le compost, c'est quand même pas chaque salarié qui va revenir chez lui avec sa bouteille de compost pour son jardin. Donc, il faudrait que ce soit l'entreprise d'Espace Vert qui l'utilise. Voilà. Donc, tout ça, ça s'organise. Et toutes les thématiques, c'est intéressant, se croisent quand on commence à faire de la RSE sur un immeuble. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup d'impact possible. En fait. Donc, ça veut dire que quand on parle de déchets, on parle de biodiversité. On commence, effectivement. On est arrivé, vous l'avez, le déroulé. Oui. On est arrivé sur cette thématique par les déchets, un peu. Et puis parce qu'on sent que c'est aussi le prochain enjeu réglementaire qui nous attend dans le secteur. Et on ne pensait pas avoir là d'impact parce qu'on est quand même sur des zones urbaines. On investit dans les principales métropoles régionales. On a des espaces verts, mais pas non plus des parcs autour de nos immeubles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses à faire. Mais alors, comment on améliore l'impact biodiversité d'un immeuble à la frontière INEA ? Alors, il y a des actions systémiques que vous pouvez déployer sur votre parc. Je vais vous donner un exemple. Vous revoyez vos contrats d'espace vert pour qu'il y ait moins de tontes par an ou de faire des tontes différenciées selon les zones de votre immeuble. Alors, devant, vous voulez une pelouse impeccable, ok, vous faites une tonte rase. Derrière, vous pouvez mettre une tonte plus haute pour laisser la faune s'exprimer. Vous pouvez réintroduire des espèces locales plutôt que de stéréotyper toute votre végétalisation sur l'ensemble de votre patrimoine en France. En fait, il y a des différences locales. Vous pouvez rétablir des habitats pour la faune. Vous pouvez réintroduire des points d'eau. C'est bête, mais en fait, ça apporte énormément. Et vous pouvez passer à une gestion raisonnée de l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'on a inscrit dans notre prochaine feuille de route. Toujours pareil, pour essayer d'avoir un cycle au niveau de votre parcelle, finalement. Donc, il y a plein de choses à faire. Ouais. Et ça veut dire que là aussi, si vous travaillez aujourd'hui sur un immeuble qui va être livré dans, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, comme vous faites en sorte d'y intégrer de plus en plus de biodiversité, de plus en plus d'arbres aussi. À quel point ce projet-là, il va se différencier d'un projet d'il y a 10 ans, par exemple ? Alors, il va se différencier, comme vous le dites, déjà par la collaboration qu'il va falloir avoir avec le promoteur. Et on l'a fait, on a utilisé un label qui s'appelle le label Biodiversity. Je suis allée faire sur un de nos parcs d'activité avec le promoteur LCI. Et la démarche était vraiment intéressante parce que le label vous impose d'avoir ce dialogue donc, dès le départ. Mais le dialogue va se poursuivre avec vos locataires. Et donc, vous pensez vos espaces verts, effectivement, différemment. Donc, avec des noues paysagères, des petits bassins, des petites rigoles de rétention d'eau. Vos parkings, au lieu de faire du béton brut, vous allez le laisser respirer avec des solutions plus ou moins étanches pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Enfin, vous allez penser tout un tas de petits ajustements, en fait, qui ne vont pas changer complètement votre objet immobilier, mais qui vont complètement améliorer sa biodiversité. Et donc, nous, on s'engage à reprendre ensuite et à entretenir de la bonne façon tout ce qui a été pensé et à sensibiliser nos locataires pour qu'eux aussi adoptent une démarche naturellement en fait, qui soit en phase avec la préservation de la biodiversité sur le site. Est-ce que dans ce cas-là, vous rentrez quand même dans une logique ou dans une critique d'artificialisation des sols ? C'est est-ce que les choix que vous faites là, ça vous permet de finalement dire bah non, nous avec ces options-là... Clairement, nous en investissant dans le neuf, alors on ne bâtit pas sur des terrains agricoles, mais on bâtit quand même sur des zones qui ne sont pas construites, donc en termes d'artificialisation, c'est pas mal.
Donc effectivement, notre responsabilité, c'est de la limiter au maximum et de penser et d'intégrer ces critères-là dans la conception du projet. Bon, là, on n'est pas en phase d'investissement, donc ça fait 2 ans là, qu'on n'a pas investi. On se concentre sur la livraison de notre pipe en cours de construction. Mais effectivement, quand on reprendra l'investissement, c'est des choses sur lesquelles on va travailler vraiment en amont avec les promoteurs. Ça veut dire qu'on va terminer là-dessus. Il y a des projets que vous ne pouvez pas monter à cause de cette loi sur l'artificialisation. Là, comme je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas repositionné à D'accord. l'achat. Mais je pense que dans certaines métropoles, effectivement, la donne a changé. Et que ça devient un critère clé pour obtenir le permis. Merci beaucoup, Karine Dachary, c'était passionnant. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier Laviron, le cofondateur de Grip, qui est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue dans ce Smart Impact. Vous l'avez créé en 2017 avec Bastien Vantalem et vous êtes l'un des lauréats du programme Impact de la French Tech de Bordeaux. Félicitations. C'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Grip? À la base, Grip, c'est simplement la possibilité de refabriquer des pièces pour les voitures anciennes, parce qu'on était des passionnés et on avait beaucoup de difficultés à retrouver des pièces détachées pour restaurer nos voitures. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Vous en êtes où 8-9 ans après? Alors aujourd'hui, c'est une petite dizaine de personnes vouées toujours à réparer les véhicules, mais plus forcément que les anciens. On s'attaque aujourd'hui aussi aux voitures récentes et notamment aux éléments un petit peu contraignants et de sécurité tels que les optiques, les radars anti-collision, tout ce qui équipe aujourd'hui nos voitures et qui sont devenus des pièces qui coûtent extrêmement cher. Et nous, notre adage aujourd'hui, c'est réparer plutôt que remplacer. Donc c'est refabriquer les pièces qui composent ces éléments-là plutôt que de racheter un élément complet qui serait inutile. Et alors, ça passe par quoi? C'est quoi la technologie? C'est de la 3D, tout simplement? Enfin, je dis tout simplement. C'est ça. On a alors la fabrication additive, en effet, l'impression 3D, c'est notre principal outil de fabrication. Maintenant, on en a d'autres, mais celui-ci, c'est celui qui nous permet aujourd'hui de produire juste ce dont on a besoin. Sans faire des stocks énormes, on est capable de produire uniquement les éléments nécessaires et qui sont commandés par nos clients. Donc, on a une plateforme e-commerce, les gens passent leurs commandes et on fabrique uniquement les pièces dont ils ont besoin. Comment alors, je réagis en automobiliste. Comment je vais pouvoir, moi, déterminer qu'une pièce, elle est réparable plutôt que remplaçable sur un véhicule récent? Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'automobiliste, l'usager, lui, il n'est pas trop sujet à cette question-là. C'est surtout le réparateur. Nous, notre client principal, ça va être le réparateur ou l'expert qui va déterminer que la pièce est cassée. Et nous, aujourd'hui, on est disponible, la plateforme Grip est disponible sur les logiciels de chiffrage de ces réparateurs. Donc en fait, dès qu'il y a un choc, quand ils vont faire le devis pour réparer la voiture, et ben en fait, ils vont pouvoir avoir accès à notre catalogue, aussi bien qu'au catalogue des pièces neuves des constructeurs. Donc après, ce sera à l'usager pour le moment, mais plus tard, peut-être qu'on n'aura plus le choix, de choisir entre une pièce de refabrication, une pièce de second usage ou une pièce neuve. Et d'ailleurs, quand vous avez un accident aujourd'hui, c'est souvent ce que votre assurance vous propose. Est-ce que vous êtes OK à mettre une pièce issue de l'économie circulaire ou est-ce que vous voulez une pièce neuve? Voilà, aujourd'hui, c'est libre choix. Oui, effectivement, et ça pourrait devenir une obligation. Vous avez signé un partenariat avec DAT France, spécialiste du chiffrage et de la data automobile. Que vous apporte cette alliance? Eh bien justement, c'est exactement ça. Alors j'ai pris un peu d'avance, mais en effet, le partenariat avec DAT, donc DAT fait partie de ces nombreux logiciels de chiffrage. Et la particularité de DAT, c'est qu'ils ont vocation à innover. Et donc cette solution qu'ils mettent à disposition des experts et des réparateurs, c'est tout à fait dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, c'est eux qui font en sorte qu'on soit visible auprès des réparateurs et des experts au moment des réparations des voitures. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Un optique aujourd'hui, pour illustrer, un optique de voiture sur un Scénic, parce que c'est quand même un véhicule qui est très répandu. Les derniers Scénic, c'est environ 1 700 €. Le phare. Donc vous avez un petit choc avant parce qu'il y a quelqu'un qui vous a refusé la priorité. Il y en a juste en pièces détachées pour 3 400 €.
sans compter la main-d'œuvre. Nous, une patte de réparation, donc il y en a à peu près 4 par optique, ça vaut entre 50 et 60 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. Au maximum, vous avez 3 ou 4 pattes à 50 ou 60 euros à changer plutôt qu'un optique complet à 1400 euros. Donc l'économie est énorme pour l'usager, mais aussi pour les assurances. Mais du coup, par alliance, ça va finir pour l'usager en étant une belle économie. Et surtout, on parle d'écologie parce que la pièce, on va, nous, à terme, la produire au plus proche du réparateur, avec des réparateurs agréés avec lesquels on pourra installer notre outil de fabrication directement chez eux. Oui, donc pas de transport et évidemment moins de matériaux utilisés puisque vous fabriquez moins de pièces. Un mot de ce prix, le programme Impact de la French Tech de Bordeaux, qu'est-ce que ça vous apporte? Bon, un peu de visibilité médiatique puisque vous êtes là, mais sinon... Ça donne un petit coup de boost. C'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on a quitté les bancs des startups et des petites entreprises en devenir bordelaise. On est passé par Unitech, on est passé par la French Tech, par Techno-West. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir ce prix-là, ça redonne un gros coup de boost et ça montre que l'industrie et la fabrication en tant que telle peut aussi être innovante. Parce qu'on avait tendance à penser qu'il n'y avait que les services, il y avait l'IA, il y avait toutes ces choses-là aujourd'hui qui étaient des produits innovants. Et le fait de mettre en avant une start-up comme la nôtre, enfin une entreprise comme la nôtre pour le coup, qui produit, ça montre que fabriquer, c'est encore quelque chose d'innovant. Voilà. Merci beaucoup Gauthier Laviron, bon vent à Grip. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abi Smart for Change, salut.